Il existe un mensonge historique que l'on nous répète depuis 2 siècles. Ce mensonge prétend que la domination des mers appartient de droit aux Anglais et que la France, puissance continentale, était condamnée à n'être qu'une victime perpétuelle face à la Royal Navy. Mais à la fin du XVIIIe siècle, un seul homme a suffi pour faire vaciller cette certitude et faire trembler les murs de l'amirauté à Londres. Les marins britanniques, pourtant les plus aguerris du monde, ne prononçaient son nom qu'avec un mélange de respect et d'effroi. Ils l'avaient en surnommé l'amiral Satan. Ce n'était pas une insulte, c'était un aveu de terreur. Cet homme, c'est Pierre-André de Suffren, et il ne ressemblait à aucun autre officier de son temps. Loin des amiraux poudrés et prudents de la cour de Versailles, Suffren était une force de la nature, un colosse obèse, négligé, violent et colérique, qui préférait l'odeur de la poudre à celle des parfums. Là où la doctrine française ordonnait de préserver la flotte, lui ne vivait que pour une seule obsession, l'extermination totale et définitive de l'ennemi. À 10 000 kilomètres de la métropole, isolé dans les eaux brûlantes de l'océan Indien, sans port pour se ravitailler, sans renfort, et souvent trahi par ses propres officiers, il a mené la campagne navale la plus agressive et la plus brillante de notre histoire. Il a prouvé que l'audace française pouvait briser la colonne vertébrale de la puissance britannique sur son propre terrain. Oubliez Trafalgar, oubliez les défaites amères. Aujourd'hui, nous rouvrons le dossier du plus grand prédateur des océans que la France ait jamais porté. Voici l'histoire de celui qui a failli, à la seule force de son génie et de sa fureur, arracher l'empire des Indes à la couronne d'Angleterre. Nous sommes en 1781. Si les livres d'histoire se concentrent souvent sur les plaines de l'Amérique du Nord, où Washington et Lafayette harcèlent les tuniques rouges, la véritable guerre, celle qui décide du sort des empires, se joue sur les océans. C'est la première guerre mondiale de l'ère moderne. La France, humiliée par le traité de Paris 20 ans plus tôt, a soif de vengeance. Elle a reconstruit sa flotte, elle a affûté ses armes, et elle cherche à frapper l'Angleterre là où ça fait le plus mal. Non pas sur son île, protégée par la Manche, mais aux sources mêmes de sa richesse infinie, dans les Indes orientales. C'est là que réside le véritable poumon économique de la Grande-Bretagne. Les épices, les soieries, le salpêtre, tout cet or qui coule depuis Calcutta et Madras finance les armées de Sa Majesté. Couper cette artère, c'est saigner l'Angleterre à blanc. Pour accomplir cette mission impossible, il ne fallait pas un diplomate. Il ne fallait pas un tacticien prudent qui suit le manuel à la lettre. Il fallait un tueur. Et le destin a placé Pierre-André de Suffren sur le chemin de l'histoire. Pour comprendre la tempête qui allait s'abattre sur l'océan Indien, il faut d'abord comprendre l'homme. Suffren est une anomalie dans le corps des officiers de la marine royale de Louis XVI. À cette époque, le commandement est souvent une affaire de naissance et d'élégance. Les officiers sont des nobles de haute lignée, des talons rouges qui arpentent les ponts de leurs navires comme ils arpenteraient les galeries de Versailles. Ils se battent avec honneur, certes, mais avec une retenue aristocratique. La doctrine navale française est alors défensive. La mission prioritaire est de préserver les vaisseaux, ces cathédrales de bois et de chanvre qui coûtent une fortune au trésor royal. On tire pour démater l'ennemi, pour l'immobiliser, et on s'échappe pour remplir la mission stratégique. On ne cherche pas l'anéantissement. Suffren, lui, méprise cette doctrine de tout son être. Issu de la petite noblesse provençale,
bailli de l'ordre de Malte. C'est un moine soldat qui a passé sa vie en mer, pas dans les salons. Il a connu les galères, il a combattu les barbaresques, et surtout, il a une expérience que peu possèdent. Il a été fait prisonnier par les Anglais à 2 reprises. Il a vu de l'intérieur leurs pontons insalubres. Il a observé leur discipline de fer, leur arrogance et leur efficacité meurtrière. De ces captivités, il a gardé une haine recuite, viscérale, absolue pour la Royal Navy. Il ne veut pas les vaincre au poing, comme dans un duel d'escrime. Il veut les écraser, couler leurs coques, voir leurs pavillons sombrer dans les abysses. Physiquement, il impose le respect et la crainte. C'est un homme massif, à l'embonpoint prononcé, au visage rougeau et marqué par le soleil et le sel. Il porte son uniforme avec négligence, le col ouvert, les manches retroussées, hurlant ses ordres avec un fort accent provençal qui claque comme un coup de fouet. Ses marins l'adorent parce qu'il partage leur vie, leur danger, et qu'il veille à ce qu'ils soient bien nourris, chose rare à l'époque. Mais ses officiers, ces nobles délicats qui servent sous ses ordres, le détestent. Ils le trouvent vulgaire, brutal, tyrannique. Ils ne savent pas encore que cette brutalité est la seule chose qui pourra les sauver face aux canons britanniques. Le 22 mars 1781, une escadre quitte le port de Brest. Suffren n'est pas encore le commandant en chef, il n'est que le capitaine du Héros, un magnifique vaisseau de 74 canons, et il commande une division sous les ordres de l'amiral d'Orvès, un homme vieux et malade. La destination est le cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique, puis les Indes. Mais les espions anglais savent. Londres a dépêché une flotte concurrente, commandée par le commodore George Johnstone, avec un objectif simple, arriver au Cap avant les Français, s'emparer de cette escale stratégique et verrouiller la route des Indes. C'est une course contre la montre. C'est ici, au large des îles du Cap-Vert, dans la baie de La Praia, que le génie instinctif de Suffren se révèle pour la première fois. L'escale est neutre, appartenant au Portugal. En théorie, le droit de la guerre interdit d'attaquer dans un port neutre. Mais lorsque l'escadre française arrive pour faire de l'eau, Suffren aperçoit les navires anglais mouillés tranquillement dans la baie. Ils ne s'attendent à rien. Ils se croient protégés par la neutralité et les lois de la guerre. Pour Suffren, la loi n'existe pas face à l'opportunité de détruire l'ennemi. Son sang ne fait qu'un tour. Il ne consulte personne. Il ne demande pas la permission à l'amiral d'Orvès, qui est loin derrière. Il voit une gorge offerte et il mord. Il lance son vaisseau, le Héros, et ordonne à l'Hannibal de le suivre, fonçant droit, au milieu de la flotte anglaise au mouillage. C'est une manœuvre d'une audace inouïe, presque suicidaire. Il pénètre dans la rade et ouvre le feu à bout portant, semant la panique et la dévastation parmi les Anglais qui courent à leur poste de combat en chemise. Le combat est féroce, confus, brutal. Suffren se retrouve isolé car le reste de la flotte française, trop timorée ou surprise, n'a pas suivi sa charge héroïque. Il encaisse des coups terribles, son navire est criblé, mais il inflige des dégâts considérables à l'escadre de Johnstone. Il doit finalement se replier, son vaisseau fumant et ses voiles en lambeaux, mais le coup stratégique est joué. Les Anglais sont tellement endommagés qu'ils doivent rester sur place pour réparer pendant des semaines. Suffren a perdu la bataille tactique, mais il a gagné la course. Il arrive au cap de Bonne-Espérance le premier, débarque des troupes, renforce les défenses hollandaises. Quand Johnstone arrive enfin, il trouve la porte close. La route des Indes est sauvée pour la France. Cet épisode de La Praia
et fondateur. Il envoie un message clair à tous les marins de l'escadre. Avec Suffren, il n'y aura pas de quartier. La prudence est un mot banni de son vocabulaire. Mais ce n'est que l'échauffement. Le véritable enfer commence quelques mois plus tard, lorsque la flotte atteint enfin les eaux de l'océan Indien. L'amiral d'Orves, épuisé par le voyage, meurt en février 1782. Voilà Suffren, seul maître à bord. Il est désormais commandant en chef. Il a 11 vaisseaux de ligne sous ses ordres, 3000 canons et des milliers d'hommes. En face de lui, l'amiral britannique Edward Hughes, un marin compétent, méthodique, tenace, disposant d'une flotte puissante et surtout de bases solides comme Bombay et Madras pour se réparer et se ravitailler. La situation de Suffren est cauchemardesque d'un point de vue logistique. La France ne possède plus de véritables ports militaires en Inde depuis la chute de Pondichéry. Suffren est un amiral sans terre, un vagabond des mers. Il n'a pas d'arsenal, pas de réserve de poudre, pas de mât de rechange, pas d'hôpital pour ses blessés. Chaque boulet tiré est un boulet qu'il ne pourra pas remplacer. Chaque mât brisé doit être réparé avec les moyens du bord, parfois en démontant des parties du navire en pleine mer. N'importe quel autre amiral aurait fait demi-tour, invoquant l'impossibilité de la mission. Suffren, lui, voit cela comme un défi à sa mesure. Il va transformer cette faiblesse en une force terrifiante. Puisqu'il n'a pas de port pour se cacher, il sera toujours en mouvement. Puisqu'il ne peut pas fuir, il devra vaincre ou mourir. Il réunit ses capitaines à bord du héros. L'ambiance est lourde. Il les regarde un par un, de son œil perçant, et leur tient un discours qui glace le sang des plus timorés. Il leur annonce qu'il ne cherche pas à protéger les comptoirs de commerce. Il cherche la flotte de Hughes. Il va la traquer, la forcer au combat, encore et encore, jusqu'à ce que l'un des deux disparaisse sous les flots. Il leur promet la gloire ou la cour martiale s'il flanche. C'est le début de ce que les historiens appelleront la campagne des Indes, une série de duels titanesques qui vont redéfinir l'art de la guerre navale. La première rencontre officielle avec Hughes a lieu au large de Sadras le 17 février 1782. Et dès cet instant, Suffren tente de révolutionner la tactique navale. À cette époque, les batailles se résument à 2 lignes parallèles de navires qui se canonnent poliment, flanc contre flanc. C'est la ligne de fil. Suffren trouve cela stupide et inefficace. Il conçoit un plan pour briser cette ligne, pour encercler l'arrière-garde ennemie, mettre 2 vaisseaux français contre un vaisseau anglais et les détruire méthodiquement un par un. C'est exactement la tactique que l'amiral Nelson utilisera à Trafalgar 20 ans plus tard et qui le rendra célèbre. Mais Suffren l'invente ici, sous les tropiques, 20 ans trop tôt. Il lance l'attaque. Le héros donne l'exemple, se jetant sur le vaisseau amiral anglais. La fureur est totale. Les bordées françaises ravagent les ponts anglais. Suffren hurle, encourage ses canonniers. Il est partout à la fois. Mais c'est là que le drame de sa vie se joue. Ces signaux ne sont pas compris, ou pire, sont ignorés par ses propres capitaines. La plupart, formés à la vieille école, restent prudemment en ligne, regardant leur chef se battre comme un lion, sans oser briser la formation pour l'aider à écraser l'arrière-garde anglaise. La manœuvre géniale échoue par incompétence et manque d'audace de ses subordonnés. Malgré cela, la violence de l'assaut de Suffren est telle que les Anglais sont stupéfaits. Eux qui ont l'habitude de voir les Français
fuir après quelques échanges de tirs. Ils font face à un démon qui refuse de lâcher prise. La bataille de Sadras se termine sans vainqueur clair, tactiquement. Mais c'est un choc psychologique majeur. Hughes réalise qu'il n'a pas affaire à un adversaire ordinaire. Il écrit à l'amirauté que ce Français combat avec un acharnement diabolique. Le message est passé. Il n'y aura plus de promenade de santé pour la Royal Navy. Mais Suffren ne laisse pas le temps à l'ennemi de souffler. À peine la fumée dissipée, alors que Hughes rentre péniblement vers ses ports pour réparer ses avaries, Suffren répare en pleine mer. Il fait travailler ses charpentiers jour et nuit, suspendus au-dessus des flots, remplaçant les planches brisées, bouchant les trous avec du plomb, récupérant les voiles de rechange. Il rationne l'eau, il motive ses troupes. Il ne veut pas retourner à l'Île-de-France, sa base arrière trop lointaine, à des milliers de kilomètres. Il veut rester sur place, tel un requin qui a senti le sang et qui tourne autour de sa proie. Le 12 avril, c'est la bataille de Providien. C'est la plus sanglante, la plus chaotique. Sous un soleil de plomb, les deux flottes se rentrent dedans dans une mêlée furieuse. Cette fois, les navires sont si proches que les soldats se tirent dessus au mousquet depuis les unes. Le héros, toujours en première ligne, est une boucherie. Le pont est glissant de sang. Les éclats de bois volent comme des poignards. Suffren reste imperturbable au milieu du carnage, son habit couvert de poussière noire. Il voit ses hommes tomber, mais il voit aussi les mâts anglais vaciller. Il sait qu'il les tient. Pourtant, encore une fois, la victoire totale lui échappe de peu. La nuit tombe, la mer est agitée, et l'épuisement des équipages est total. Mais stratégiquement, Suffren gagne du terrain. Il empêche les Anglais de débarquer des troupes pour attaquer les alliés indiens de la France, le puissant sultan Hyder Ali. Ce dernier, qui observe depuis la terre ferme, est impressionné. Il n'a jamais vu un commandant européen se battre avec une telle rage contre les Britanniques. Une alliance solide se forge. Suffren débarque à terre. Il est reçu comme un prince par le sultan. On échange des cadeaux, des promesses. Pour la première fois depuis des décennies, les princes indiens se disent que la puissance anglaise n'est peut-être pas invincible, que le drapeau blanc à fleurs de lys peut encore triompher. Mais le temps joue contre Suffren. Ses navires s'usent. Le scorbut commence à ronger ses équipages. Il manque de tout. Chaque bataille, même victorieuse, affaiblit sa flotte là où Hughes peut recevoir des renforts. C'est dans ce contexte de désespoir logistique que le génie de Suffren va briller le plus fort, non pas dans le combat, mais dans la volonté pure. Il va prouver que l'on peut faire la guerre sans moyens, si l'on a suffisamment de haine et d'audace. Il va transformer ses navires en épaves flottantes, mais meurtrières, prêtes à tout pour un dernier assaut. Ce refus de la défaite, cette obstination farouche, va le pousser à des mesures radicales. Après Providien, alors que ses navires ressemblent à des carcasses disloquées, Suffren ne cherche pas un refuge sûr. Il cherche un port ennemi à conquérir. Il jette son dévolu sur Trincomalee à Ceylan. C'est une base navale cruciale, dotée d'une magnifique baie naturelle qui peut abriter toute une flotte, et elle est aux mains des Britanniques. S'emparer de Trincomalee, c'est voler à l'ennemi son propre refuge pour s'y installer. C'est d'une audace folle, car Hughes rôde toujours dans les parages. Le plan est risqué, mais l'exécution est magistrale. Suffren trompe la vigilance anglaise, débarque ses troupes de marine, installe des batteries de canons sur la plage à une vitesse record. Les défenseurs anglais de la forteresse sont pris de court par la rapidité de l'opération.
En quelques jours, avant même que Hughes ne puisse réagir, la garnison capitule. Lorsque les voiles de l'escadre britannique apparaissent enfin à l'horizon, pensant venir au secours de leur base, il est trop tard. Le drapeau français flotte déjà sur les remparts. Hughes est furieux. Il vient de se faire voler la clé de l'océan Indien sous son nez. Mais la fureur anglaise est une opportunité pour Suffren. Il sait que Hughes, humilié, voudra laver l'affront immédiatement. Il l'attend. Le 3 septembre 1782, la bataille de Trincomalee s'engage. C'est peut-être le moment le plus sombre et le plus glorieux de la carrière de l'amiral. Car ce jour-là, la trahison n'est plus une hypothèse, c'est une réalité flagrante. Alors que Suffren, à bord du Héros, se jette encore une fois au cœur de la mêlée. Brisant la ligne ennemie avec une violence inouïe, il regarde derrière lui et voit le vide. Plusieurs de ses capitaines ont délibérément ralenti. Ils refusent de le suivre dans la fournaise. Ils le laissent seul, lui et 2 autres navires fidèles, l'Illustre et l'Ajax, affronter le feu concentré de toute l'avant-garde britannique. C'est un combat de titans, 3 navires contre 10. Le Héros est transformé en volcan. Les bordées anglaises le ravagent. Le mât de misaine s'effondre avec un fracas épouvantable, écrasant les canonniers sur le pont. Le pavillon français est taché par la mitraille, mais Suffren ne baisse pas pavillon. Au contraire, il fait clouer le drapeau au mât pour qu'il ne puisse pas tomber, même si les drisses sont coupées. Il arpente son pont dévasté, couvert de sang et de débris, hurlant de rage, non pas contre les Anglais, mais contre ses propres lâches qui l'abandonnent. Il note leurs noms sur un carnet, jurant de les briser plus tard. Pour l'heure, il faut survivre. Et miracle de la ténacité, les 3 navires français tiennent bon. Ils rendent coup pour coup avec une telle férocité que les Anglais, eux-mêmes épuisés et meurtris, finissent par rompre le combat. Ils n'arrivent pas à achever ce monstre qui refuse de mourir. Le soir même, alors que la flotte rentre péniblement dans la baie de Trincomalee, désormais française, Suffren est dans une colère noire. Il ne célèbre pas la survie, il prépare le châtiment. Il fait arrêter les capitaines défaillants. Il les destitue sur le champ, en pleine campagne de guerre, un acte d'autorité rarissime. Il les renvoie en France, enchaînés comme de vulgaires criminels. « Je préfère perdre des navires que l'honneur », écrit-il. Il promeut de jeunes officiers, des hommes qui ont faim, qui ont du cran, qui lui ressemblent. Il purge sa flotte de la pourriture aristocratique pour en faire une arme de guerre pure. L'année 1782 s'achève dans la douleur, mais dans la fierté. La France tient l'océan Indien. Mais l'année suivante s'annonce encore plus terrible. Les Anglais, piqués au vif, envoient des renforts massifs. De nouveaux vaisseaux tout neufs, doublés en cuivre, arrivent d'Europe. Suffren, lui, n'a reçu que quelques vieilles coques et très peu d'hommes. Ses équipages fondent comme neige au soleil. Il doit recruter des lascars indiens, des esclaves affranchis, des prisonniers, n'importe qui capable de tirer sur un bout de corde. Il a de moins en moins de poudre. Il fait fondre l'argenterie pour payer ses hommes. C'est une flotte fantôme qui tient la mer, maintenue à flot par la seule volonté de son chef. Et pourtant, c'est cette flotte de briques et de brocs qui va livrer l'ultime combat, le point d'orgue de cette épopée, la bataille de Cuddalore. Nous sommes en juin 1783. La situation à terre est critique. L'armée française du général de Bussy est encerclée dans la ville de Cuddalore par une armée anglaise supérieure en nombre. Si la flotte britannique parvient à bloquer la ville par la mer, c'est la fin. La France perdra tout. Hughes arrive
avec 18 vaisseaux de ligne. Suffren n'en a que 15, et ils sont dans un état lamentable. Les mathématiques militaires sont claires. Suffren doit perdre. Il est en infériorité numérique, matérielle et humaine. Mais Suffren ne fait pas de mathématiques. Il fait la guerre. Il sait que Hughes est un homme prudent, peut-être trop. Il sait que l'amiral anglais a peur de lui, peur de ce Satan imprévisible. Alors Suffren va jouer sa dernière carte, l'agressivité psychologique. Le 20 juin, il sort de son mouillage. Il ne se contente pas de défendre, il attaque. Il manœuvre avec une habileté diabolique pour prendre l'avantage du vent, ce fameux gage du vent qui permet de dicter le combat. Hughes essaie de l'éviter, de manœuvrer, mais Suffren le colle, le harcèle. Finalement, les deux lignes se forment, le feu s'ouvre. C'est un déluge de fer et de feu qui s'abat sur les flots. Les navires de Suffren, bien que moins nombreux, tirent plus vite, plus fort. Les canonniers français, galvanisés par leur chef qui a promis la victoire ou la mort, font des miracles. Le combat dure des heures. Les coques craquent, les hommes hurlent, la mer se teinte de rouge. Mais à la surprise générale, c'est la ligne anglaise qui commence à fléchir. Les vaisseaux de Hughes, pourtant plus puissants, subissent des dégâts terribles. Ils reculent, ils rompent la formation. Suffren a gagné. Il a repoussé l'armada britannique. Il a brisé le blocus. L'armée de Cuddalore est sauvée. C'est une victoire tactique et stratégique totale. Avec des moyens dérisoires, il a vaincu la première marine du monde au sommet de sa puissance. Ce que personne ne sait à ce moment-là, alors que les canons se taisent enfin et que les vivas éclatent sur les ponts français, c'est que la guerre est déjà finie officiellement. En Europe, les diplomates ont signé la paix de Versailles des mois plus tôt. Les courriers, lents à traverser les océans, n'arriveront que quelques jours plus tard. Cette bataille de Cuddalore était, techniquement, inutile pour les traités. Mais pour l'histoire, pour l'honneur, pour la légende, elle était indispensable. Elle a prouvé que la victoire n'était pas un accident. Elle a gravé dans le marbre que la France pouvait dominer les mers, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier boulet. Lorsque la nouvelle de la paix arrive enfin, une scène surréaliste se produit. Les capitaines anglais, ceux-là même qui venaient de se faire étriller, demandent à rencontrer Suffren. Ils viennent à bord de son vaisseau, non pas en ennemis vaincus, mais en admirateurs. Ils veulent voir l'homme, le mythe. Ils sont reçus par un Suffren, en simple veste de toile, au milieu de ses marins. Hughes, lui-même, son grand rival, lui enverra plus tard un message de respect profond, reconnaissant en lui le plus grand marin de son siècle. À Londres, on ne cache pas son soulagement. La paix est signée. Satan va enfin rentrer chez lui. L'Inde reste britannique, sauvée par la plume des diplomates, alors qu'elle avait été perdue par le canon des amiraux. Mais le retour de Suffren, en France, ne sera pas le triomphe simple et joyeux d'un héros de conte de fées. C'est un retour amer, teinté de la mélancolie des géants, qui ne trouvent plus leur place dans un monde trop petit pour eux. Ils rentrent couverts de gloire. Certes, le peuple l'acclame. À chaque escale, sur le chemin du retour, c'est une émeute d'admiration. Au Cap, les colons le portent en triomphe. En France, on imprime des gravures à son effigie, on vend des objets à sa gloire. Même la reine Marie-Antoinette veut le voir. Cependant, Versailles reste Versailles. La cour, ce monde de chuchotements et de soieries qu'il déteste tant, le regarde comme une bête curieuse. Il est nommé vice-amiral. On lui donne l'ordre du Saint-Esprit, la plus haute distinction du royaume. Mais on sent bien qu'il dérange. Il est trop bruyant,
trop franc, trop critique envers cette aristocratie navale, incompétente, qu'il a dû traîner comme un boulet pendant toute sa campagne. Il n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à dire au ministre de la Marine que ses réformes sont mauvaises et que ses officiers sont des incapables. Il rêve de repartir, de réformer la marine, de préparer la prochaine guerre qu'il sait inévitable. Il veut construire une flotte à son image, agressive, rapide, létale. Mais le temps lui manque. Son corps, usé par les années de mer, par les fièvres tropicales, par l'obésité et les excès de table, car Suffren était un gourmand légendaire qui engloutissait des plats épicés par douzaines, commence à le lâcher. Il meurt subitement, à Paris, le 8 décembre 1788, à l'âge de 59 ans, juste avant que la Révolution française n'emporte le monde qu'il avait connu. Les causes de sa mort restent floues, entourées de mystères comme sa vie. Crise cardiaque, apoplexie. Certains murmurent même qu'il aurait été tué en duel par un prince de sang et qu'il aurait insulté, ou empoisonné par des ennemis jaloux de sa gloire. Peu importe la cause médicale, la vérité symbolique est qu'il est mort d'inactivité. Un requin ne peut pas vivre dans un bocal. Suffren ne pouvait pas vivre loin du fracas des canons et de l'immensité de l'océan. Il laisse derrière lui un héritage complexe, souvent oublié des manuels scolaires, qui préfèrent les victoires terrestres de Napoléon ou les défaites romantiques. Pourtant, son ombre plane sur toute l'histoire navale qui suivra. Napoléon lui-même, grand admirateur de Suffren, dira plus tard à Sainte-Hélène « Si Suffren avait vécu de mon temps, il n'y aurait pas eu de Trafalgar. Il aurait commandé l'expédition d'Égypte, il aurait battu Nelson, et la face du monde en eût été changée. » Imaginez un instant ce duel. Nelson, le génie anglais, face à Suffren, le démon français. Deux attaquants, deux visionnaires, deux briseurs de lignes. L'histoire nous a privés de ce choc des titans, mais elle nous a laissé la certitude que c'était possible. Ce parallèle avec Nelson n'est pas qu'une simple formule rhétorique destinée à flatter notre orgueil national. Il est la clé de voûte pour comprendre la tragédie maritime française. Car si Horatio Nelson est devenu le dieu vivant de la Grande-Bretagne, célébré par une colonne immense au cœur de Londres, Suffren, lui, reste ce géant incommode que la France a trop vite rangé dans les tiroirs de l'histoire. Et pourtant, la vérité cruelle, celle qui doit nous faire réfléchir aujourd'hui, c'est que Nelson a tout appris de Suffren. L'amiral anglais avait étudié les rapports de combat de son homologue français, avec la minutie d'un disciple étudiant son maître. La fameuse touche de Nelson, cette tactique suicidaire consistant à briser la ligne ennemie à angle droit pour créer le chaos, c'est Suffren qui l'a conceptualisé, c'est Suffren qui l'a tenté, c'est Suffren qui l'a hurlé à ses capitaines 20 ans avant Trafalgar. La différence fondamentale, celle qui sépare la victoire finale de la défaite honorable, ne réside pas dans le talent des hommes, mais dans le système qui les porte. C'est ici que l'histoire de l'amiral Saten devient une leçon politique et militaire brûlante. L'Angleterre a su créer une machine à fabriquer des héros. La Royal Navy était une méritocratie brutale, où un fils de paysan pouvait devenir capitaine s'il avait du sang-froid et du talent. En France, le corps des officiers de marine, le Grand Corps, était une caste fermée, arrogante, obsédée par la préséance et le rang plus que par l'efficacité du feu. Suffren était une anomalie, un accident génétique dans un système fossilisé. Il a gagné malgré ses officiers, malgré ses ministres, malgré la doctrine officielle. Il était un loup solitaire au milieu d'un troupeau de moutons poudrés.
Il faut imaginer la solitude de cet homme, dans sa cabine, à la lueur d'une bougie vacillante, alors que son navire craque de toutes parts sous la houle de l'océan Indien. Il écrit des lettres désespérées à ses amis en France. Il ne se plaint pas de la nourriture avariée ou de la chaleur étouffante. Il se plaint de l'inertie. Il écrit « Je suis bien malheureux d'avoir à commander des hommes qui ne savent qu'obéir passivement, sans jamais saisir l'esprit de l'ordre. » C'est le cri du cœur du génie incompris. Suffren pratiquait ce que l'on appelle aujourd'hui le commandement par mission. Il voulait que ses capitaines prennent des initiatives, qu'ils se jettent sur l'ennemi dès qu'une opportunité se présentait, sans attendre un signal de drapeau compliqué. Mais ses subordonnés, formés à l'obéissance aveugle et à la prudence excessive, restaient tétanisés. Ils attendaient les ordres pendant que l'ennemi s'échappait. Combien de fois Suffren a-t-il dû frapper du poing sur le bastingage, voyant une victoire totale lui échapper parce qu'un capitaine noble avait peur d'égratigner la peinture de son vaisseau. C'est là que réside le véritable héritage de fer de Suffren, une leçon qui dépasse largement le cadre maritime. Il nous enseigne que le matériel ne vaut rien sans l'esprit. La France, sous Louis XVI, possédait les meilleurs navires du monde. Les ingénieurs français, comme Sanet, construisaient des vaisseaux de ligne qui étaient des chefs-d'œuvre d'hydrodynamisme, plus rapides et plus manœuvrables que les sabots anglais. Les Britanniques le savaient si bien que lorsqu'ils capturaient un navire français, ils l'intégraient immédiatement à leur flotte et les amiraux se battaient pour le commander. Nous avions la meilleure technologie, nous avions les meilleurs ingénieurs, nous avions même, avec Suffren, le meilleur stratège. Et pourtant, nous avons perdu l'empire des mers. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas la culture de la gagne. Nous avions la culture de la préservation, du beau geste, de la défaite glorieuse. Suffren a passé sa vie à essayer de briser cette mentalité de perdant magnifique. Il voulait inculquer la haine de la défaite. Il faut aussi s'attarder sur l'homme derrière la légende, car c'est cette humanité brute qui le rend si fascinant. Suffren n'était pas un saint. C'était un personnage rabelaisien, excessif en tout. On raconte qu'il mangeait pour 4, engloutissant des currys brûlants qu'il avait découverts en Inde, arrosés de vin de Provence, qu'il faisait venir à grands frais. Il était braillard, mal habillé, recevant les ambassadeurs en pantoufles, le gilet déboutonné sur son ventre proéminent. Cette apparence négligée n'était pas un défaut, c'était un message. C'était une manière de dire à ces hommes « Regardez-moi, je ne suis pas un courtisan, je ne suis pas ici pour parader, je suis ici pour me battre. » Et ces marins, ces gueules cassées, ces forçats de la mer, l'adoraient pour cela. Ils l'appelaient le bon bailli. Ils savaient que cet ogre était le seul amiral qui se souciait réellement de savoir s'ils avaient mangé de la viande fraîche ou s'ils avaient reçu leur solde. Quand Suffren montait sur le pont avant la bataille, ce n'était pas le silence protocolaire qui l'accueillait, mais des hurlements de joie sauvages. Il savait galvaniser ses troupes comme personne. Lors de la bataille de Kudalors, voyant ses canonniers épuisés, il fit ouvrir les réserves d'eau-de-vie et descendit lui-même dans l'entrepont pour encourager les servants de pièces, leur promettant que chaque coup, au but, rapprochait la France de la gloire. Il avait compris, avant Napoléon, que le moral est au physique ce que Troie est à 1. Une flotte inférieure en nombre, mais fanatisée par un chef charismatique, peut renverser des montagnes. Les Britanniques, nos meilleurs ennemis, ont toujours eu le don de reconnaître le vrai mérite, même chez l'adversaire. Il est fascinant de voir comment la mémoire de Suffren a été traitée outre-Manche.
alors qu'en France, la Révolution puis l'Empire ont effacé le souvenir de l'Ancien Régime, jetant souvent le bébé avec l'eau du bain. Les Anglais, eux, n'ont jamais oublié l'amiral Satan. Dans les écoles navales britanniques, au XIXe siècle, on étudiait les campagnes de Suffren. On analysait sa prise de Trincomalee comme un modèle d'opération amphibie. Rudyard Kipling, le chantre de l'impérialisme britannique, mentionne Suffren avec respect dans ses écrits. C'est un paradoxe douloureux. Nos rivaux ont mieux entretenu la flamme de sa mémoire que nous-mêmes. Ils savaient, eux, qu'ils étaient passés à 2 doigts de la catastrophe. Ils savaient que si Louis XVI avait donné à Suffren 10 vaisseaux de plus et 2000 hommes, l'Inde parlerait français aujourd'hui. Imaginez un instant les conséquences géopolitiques. Si Suffren avait eu les moyens de ses ambitions, s'il avait pu nettoyer l'océan Indien de la présence britannique, c'est toute l'économie de l'Angleterre qui se serait effondrée. Sans les richesses de l'Inde, Londres n'aurait pas eu l'or nécessaire pour financer les coalitions contre la Révolution française et contre Napoléon. Pas d'or anglais, pas d'armées autrichiennes, prussiennes ou russes, payées pour envahir la France. L'histoire du monde entier aurait basculé. Napoléon n'aurait peut-être pas eu besoin de conquérir l'Europe pour tenter d'asphyxier l'Angleterre par le blocus continental. Tout cela s'est joué à quelques milliers de kilomètres de là, sur les décisions d'un seul homme luttant contre la tempête et l'ingratitude. C'est cela, la grandeur tragique de l'épopée de Suffren. C'est l'histoire d'un potentiel immense, d'une énergie nucléaire contenue dans un seul individu, mais bridée par une administration aveugle. C'est la preuve éternelle que la France produit des génies capables de défier le monde, mais qu'elle échoue souvent à les soutenir jusqu'au bout. Suffren est le frère d'armes spirituelles de Jeanne d'Arc, de Napoléon, de Gaulle. Des hommes et des femmes de rupture qui surgissent quand tout semble perdu pour dire non. Non à la fatalité, non à la défaite, non à la médiocrité. Mais ne nous laissons pas aller à l'amertume. Car si les traités ont rendu les conquêtes territoriales, ils n'ont pas pu effacer l'exemple. Suffren a laissé une trace indélébile dans l'âme de la marine française. Il a planté une graine. Même pendant les heures sombres qui suivirent, cette graine a germé. Au XIXe siècle, puis au XXe, chaque fois qu'un officier de marine français a décidé de désobéir à un ordre stupide pour sauver l'honneur, chaque fois qu'un navire a refusé d'amener son pavillon face à une force supérieure, l'ombre de Suffren était là, sur la passerelle. Il est devenu le patron saint des têtes brûlées, le protecteur de ceux qui osent. Son histoire nous rappelle aussi que la guerre navale est la plus impitoyable de toutes. Sur terre, on peut se cacher, on peut fuir, on peut se rendre. Sur mer, il n'y a que l'horizon vide et l'ennemi. C'est un duel à mort dans un environnement hostile. Suffren maîtrisait cet environnement comme personne. Il savait lire le ciel, prévoir les vents, utiliser les courants. Il était un marin complet, viscéralement attaché à son élément. Il ne se battait pas sur la mer, il se battait avec la mer. Lors de ses manœuvres, il utilisait la côte, les récifs, les bancs de sable comme des alliés tactiques, piégeant les Anglais, qui pourtant, excellents navigateurs, se retrouvaient surclassés par sa connaissance intuitive des flots. Il est temps de redonner à Pierre-André de Suffren la place qui est la sienne, non pas celle d'un simple nom de croiseur ou de lycée, mais celle d'une inspiration nationale. Dans un monde moderne qui tente à lisser les caractères, à promouvoir la prudence et le consensus mou,
Sa figure brutale et intransigeante nous fait du bien. Elle nous rappelle que la modération est rarement une vertu en temps de guerre. Elle nous rappelle que pour gagner, il faut accepter de prendre des risques terrifiants. Il faut accepter d'être détesté, d'être incompris, d'être seul. La gloire n'est pas une récompense que l'on donne aux élèves sages. C'est un butin que l'on arrache aux griffes du destin. Ce destin, Suffren l'a regardé droit dans les yeux jusqu'à son dernier souffle, refusant de baisser le regard, même face à la mort. Aujourd'hui, alors que les canons se sont tus depuis 2 siècles et que les épaves de ces navires ont été digérées par le corail, il reste quelque chose de plus durable que le bois ou le bronze. Il reste une flamme qui brûle dans le cœur de chaque Français qui refuse la résignation. L'amiral Satin n'a pas seulement défendu des comptoirs en Inde. Il a défendu une certaine idée de la France. Une France qui ne calcule pas ses chances de survie avant de charger, mais qui charge pour créer sa chance. Il est la preuve vivante, historique et irréfutable que le déclin n'est jamais inéluctable. À une époque où notre pays semblait condamné à subir la loi des mers britanniques, un homme seul a inversé la vapeur par la seule force de sa volonté. Il nous hurle depuis le fond des âges que la fatalité est un mensonge inventé par les lâches pour justifier leur inaction. Que nous soyons en infériorité numérique, que nos moyens soient limités, que nos élites soient aveugles, peu importe. Tant qu'il reste un capitaine pour tenir la barre et des hommes pour servir les pièces, la victoire est possible. C'est cela, la véritable leçon de l'océan Indien. Notre mission, ici, sur cette chaîne, est de déterrer ces géants, de nettoyer la poussière et l'oubli qui recouvrent leurs armures, et de les dresser à nouveau face à nous, comme des miroirs de notre propre potentiel. C'est un travail de mémoire, mais c'est aussi un travail de combat culturel. Si cette soif de grandeur résonne en vous, si vous refusez que ces épopées s'éteignent dans le silence des bibliothèques, vous avez le pouvoir d'armer notre travail. Vous pouvez soutenir concrètement cette reconquête historique, en devenant le mécène de notre chaîne, en rejoignant nos membres exclusifs ou simplement en vous abonnant pour grossir les rangs de notre bataillon. Chaque soutien est une munition de plus dans cette guerre contre l'oubli. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une carte du monde et que vos yeux se poseront sur l'immensité bleue de l'océan Indien, n'y voyez pas seulement de l'eau salée. Écoutez bien, tendez l'oreille au-delà du bruit des vagues. Vous entendrez peut-être, porté par les vents de la mousson, le tonnerre lointain d'une bordée de canons, le craquement des mâts qui s'effondrent et le rire tonitruant d'un ogre magnifique qui a fait trembler un empire. Suffren n'est pas mort. Il attend simplement que la France ait à nouveau l'audace de l'appeler. À bientôt pour une nouvelle page de notre héritage de fer.